5 millions de poissons-chats posés dans le sable. Non pas d'une rivière, mais du Sahel brûlant. Ce n'est pas un mirage. Une équation se renverse, la soif devient idée, l'idée devient ingénierie, l'ingénierie devient eau. Le monde a ri, puis s'est tu. Derrière ces étangs qui ne devraient pas exister, un souffle porte un nom très précis, Ibrahim Traoré, et avec lui une patience transformée en méthode. Si la vie peut nager là où elle n'était jamais censée exister, alors jusqu'où le Burkina Faso peut-il rêver, et que reste-t-il à appeler impossible? Le miracle n'est pas dans l'eau, il est dans la décision. Quand Ibrahim Traoré évoquait la souveraineté écologique, peu imaginer que ces mots prendraient forme entre dunes et roches. Pourtant, au cœur du Sao, un réseau d'étangs solaires défie le sens commun. Produire du poisson là où même les chameaux hésitent à marcher. L'enjeu dépasse la biologie. Il touche à la capacité d'un peuple à redéfinir la survie. Chaque étang est une promesse silencieuse, que la dépendance puisse être remplacée par la discipline, que la foi devienne donnée mesurable. Pour les ingénieurs burkinabés, le risque est aussi la récompense. Si l'expérience échoue, le désert gagne. Si elle réussit, le monde devra revoir sa carte de ce qui est possible. Et dans cette tension fragile entre réussite et poussière, une certitude se forme. L'avenir du Sahel se joue à la surface de ces miroirs d'eau. Le premier rapport environnemental publié début 2025 a tout changé. Un seul étang produisait 1 kg de poisson avec 88% d'eau en moins qu'un bassin traditionnel. Ce chiffre, d'abord considéré comme une anomalie, est devenu la preuve que l'équation pouvait être réécrite. À partir de là, les rires se sont transformés en questions, puis en visites. Des observateurs internationaux, des chercheurs et même des sceptiques sont arrivés dans le désert du Sao, curieux de comprendre comment le vide avait pu devenir ressource. Mais derrière les chiffres, il y avait une histoire plus lente, celle d'une idée qui germe entre ingénieurs, femmes des villages et migrants revenus de loin. Les 200 premiers bassins biologiques furent creusés à la main, alimentés par la saumure souterraine filtrée à travers des unités de dessalement solaire. Chaque site ressemblait à une oasis improbable, petit, scintillant, entouré de palmiers et de murs d'argile. Les villageois surveillaient les capteurs portables, tissaient des toits d'ombre et attendaient leur première récolte prévue pour 2026. Puis l'imprévu est arrivé. Des graines ont germé autour des étangs, des libellules ont réapparu, des grenouilles ont chanté. Un agriculteur nommé Abdoul l'a résumé simplement « Nous voulions du poisson, le désert nous a donné la vie ». Ce moment-là a fait basculer la perception collective. Ce n'était plus un projet scientifique, mais un témoignage vivant de transformation. Les Burkinabés ne parlaient plus d'aide, mais d'autonomie. Et pour beaucoup, c'était la première fois depuis des décennies qu'ils voyaient l'espoir non comme une aumône, mais comme quelque chose qu'ils construisaient de leurs propres mains. Ainsi naquit le Traoré Effect, un mot chuchoté d'abord dans les forums techniques, puis scandé dans les marchés. Ce n'était pas une légende, c'était une méthode née de la sécheresse et portée par Ibrahim Traoré, la croyance qu'un désert n'est pas une condamnation, mais un champ endormi qu'il suffit d'oser réveiller. Parmi ceux qui ont transformé l'idée en pratique, un nom revient souvent. Fatou Madabasso, ingénieure locale, est l'une des premières à coordonner les bassins du Sao. Elle raconte comment, dès les premiers mois, le projet a cessé d'être une expérience pour devenir un mode de vie. Les étangs n'étaient plus perçus comme des structures techniques, mais comme des espaces vivants. Fatou disait « Ce ne sont pas que de l'eau, ce sont des miroirs. Ils nous montrent à quoi ressemble la foi quand elle devient mathématique. » Sous son impulsion, les coopératives ont commencé à partager leurs données en réseau. Les chiffres révélaient déjà un changement mesurable. Température du sol réduite de 0,8 degrés, taux d'humidité augmenté de 12% autour des bassins. Mais au-delà des mesures, le véritable impact se lisait sur les visages. Les villages longtemps marqués par la fatigue de la survie découvraient le pouvoir de la régularité et l'entretien quotidien, les rotations d'équipes, la vigilance collective. Le projet Poisson-Chat devenait alors plus qu'une expérience écologique, une école de discipline civique. Là où la sécheresse avait imposé l'attente, l'ingénierie enseignait la constance. Les Burkinabés, sous l'influence d'Ibrahim Traoré, apprenaient à se réapproprier le temps lui-même, à transformer la patience en progrès mesuré.
Et pour la première fois, le Sahel cessait d'être défini par ce qu'il n'avait pas, pour redevenir un lieu où chaque geste, chaque bassin, chaque goutte d'eau prouvait que l'impossible pouvait être cultivé. Tout a réellement commencé au début de 2025, lorsque le Conseil du renouveau écologique du SAO lança l'expérimentation officielle. Les premières excavations eurent lieu à Waouya, sous une chaleur dépassant les 42 degrés C, avec des outils rudimentaires et un courage presque déraisonnable. Les villageois creusaient la nuit pour éviter les coups de soleil, et chaque bassin ouvert dans la roche semblait une victoire sur le temps. À la 5e semaine, les pompes solaires furent raccordées. L'eau salée, lourde, improbable commença à couler. Les ingénieurs installèrent les modules de dessalement, les femmes tressèrent des tapis de fibres pour filtrer l'air et réduire l'évaporation. À la 6e semaine, la surface des bassins prit une teinte bleutée. La rumeur se répandit. Ils ont trouvé la mer sous le désert. L'expression fit sourire, mais l'effet fut réel. En 3 mois, 43 villages s'étaient inscrits pour participer au programme pilote. Chacun érigea un panneau de bois où l'on pouvait lire « La vie a sa place ici ». Le 18 juin 2025, un événement marqua un tournant. Les premières images de poissons vivants nageant dans les bassins furent diffusées sur les réseaux locaux. Dans les marchés, on parlait de renaissance. À Yalgo, des enfants se pressaient au bord de l'eau, fascinés par les éclairs argentés sous la surface. Un vieil homme murmura « Nous avons vu le désert avaler nos récoltes. Aujourd'hui, il nous rend du poisson. » Le rapport national préliminaire confirma ce que beaucoup pressentaient, taux de survie supérieur à 87%, niveau d'oxygène stable, aucune trace d'aliments artificiels. Le projet ne survivait pas, il prospérait, des libellules revinrent, puis des oiseaux migrateurs absents depuis 10 ans. Les bassins, en attirant la vie, redessinèrent la chaîne écologique. Mais le succès attira aussi les regards. Des journalistes étrangers parlèrent d'un aquarium du désert. D'autres dénoncèrent une mise en scène politique. Les habitants n'en avaient cure. Pour eux, le véritable événement n'était pas médiatique, c'était la transformation quotidienne. Moins de poussière dans l'air, plus d'humidité dans les sols, des ombres nouvelles dessinées par les acacias. Et à chaque cycle lunaire, les chiffres confirmaient la rumeur. La température moyenne autour des bassins chutait lentement, de 0,8 à 1,1 degré C. Ce n'était pas une révolution tonitruante, mais une osmose progressive entre nature et volonté. Ibrahim Traoré, souvent cité par les techniciens comme source d'inspiration silencieuse, n'avait rien ordonné. Il avait simplement dit « Si personne ne nous aide, apprenons à nous aider nous-mêmes ». Ces mots, répétés dans les ateliers, résonnaient comme un moteur invisible. Ainsi, du premier coup de pelle à la première capture, le Sahel connut un glissement presque imperceptible de la dépendance vers la maîtrise. Le désert, jadis symbole d'abandon, devenait un laboratoire vivant où la foi se mesurait dans litres d'eau économisés. Et quand le crépuscule tombait sur les étangs bleus, chaque reflet semblait murmurer « Nous avons cessé d'attendre ». Le 6e mois du projet apporta la validation scientifique que même les sceptiques ne purent ignorer. Les données consolidées par le bureau régional de l'Institut écologique révélèrent un résultat saisissant. La croûte sahélienne, longtemps considérée comme stérile, filtrait jusqu'à 89% des bactéries contenues dans l'eau saumâtre. Ce simple fait, à première vue technique, changea la lecture du désert. Baseline Delta. Le désert n'était pas mort, il dormait. Et en se réveillant, il démontrait qu'il pouvait nettoyer sa propre eau. Les implications étaient immédiates. Si le sable pouvait purifier, alors il pouvait nourrir. Cette inversion scientifique transforma la perspective du SAO. On ne parlait plus de lutter contre le désert, mais de composer avec lui. Les chercheurs fixèrent des points de contrôle. Salinité stable, A3O21 ppt, pH moyen de 7,4, oxygène dissous supérieur à 5,8 mg. Ces valeurs, stables malgré la chaleur extrême, prouvaient la résilience naturelle du système. Dans les villages, les effets se voyaient sans capteur. Les jeunes techniciens, souvent d'anciens migrants revenus d'Europe, manipulaient désormais ordinateurs et sondes solaires. Leur âge moyen, moins de 30 ans. À travers leurs mains, la statistique devenait espoir. L'un d'eux, Moza, riait en disant « Avant, je chassais un emploi à Marseille. Maintenant, je chasse du poisson dans le désert et je gagne enfin. » Ce rire mi-fierté,
mi-incrédulité résumait l'état d'esprit collectif. Le projet que les observateurs occidentaux décrivaient comme adaptation climatique devenait pour les Burkinabés un acte d'identité restauré. L'autonomie énergétique et alimentaire cessait d'être une utopie. Elle prenait la forme mesurable d'un taux d'efficacité hydrique supérieur de 88% à la moyenne régionale. À mi-2025, la plateforme Nafa Cloud reliait déjà plus de 200 capteurs open source. Chaque bassin envoyait en temps réel ses relevés d'eau, de température, d'humidité. Les ingénieurs du Conseil écologique parlaient d'une carte vivante du Sahel. Les résultats affichaient un autre delta. Végétation locale, plus 14%, durée de rétention de l'eau, plus 42% autour des étangs, bordés d'arbres. Ce tableau de chiffres, loin d'être abstrait, dessinait la preuve tangible d'une méthode, comme le résuma un technicien. Ce n'est pas un miracle, c'est une équation. Ibrahim Traoré nous a seulement rappelé que les solutions dorment dans notre sol. Et tandis que les capteurs continuaient à clignoter dans la nuit sahélienne, chaque étang projetait une lumière bleutée sur les dunes. Une constellation humaine faite de chiffres, de sel et de volonté. L'expérience n'était plus une hypothèse. C'était un système régénératif prouvé par la donnée. La foi avait rencontré la science et ensemble, elles avaient créé un nouveau langage de survie. Le succès du projet des étangs ne tarda pas à susciter les critiques. Les économistes étrangers avancèrent deux arguments principaux. Le premier, sans capitaux extérieurs, la durabilité serait impossible. Selon eux, les coopératives locales manqueraient de moyens pour entretenir les systèmes solaires et maintenir la qualité de l'eau. Le second, l'expérience ne serait qu'un symbole incapable de s'étendre à grande échelle sans intervention institutionnelle. Autrement dit, l'autonomie burkinabé était à leurs yeux une belle illusion. Mais face à ces réserves, les faits répondirent d'eux-mêmes. Les audits trimestriels de 2026 indiquèrent un taux de maintenance communautaire supérieur à 84% sans assistance internationale. Les réparations étaient effectuées localement, les pièces reproduites grâce à l'impression 3D dans les ateliers régionaux. Quant à l'argument de la symbolique, il s'effondra devant les chiffres, rendement moyen par hectare, 2,7 tonnes de poisson-chat, sans recours à des engrais chimiques. Les ingénieurs burkinabés, au lieu de rejeter la critique, l'intégrèrent dans leur modèle. Ils mirent en place un protocole de transparence publique, chaque donnée enregistrée sur Nafa Cloud étant consultable en ligne. Ainsi la science remplaçait la rhétorique. Ibrahim Traoré lui-même résuma cette posture dans une phrase devenue devise. « Nous ne cherchons pas la perfection, nous cherchons la preuve ». Cette rigueur transforma le débat. Le projet du désert ne se défendait plus par la foi, mais par les chiffres. La logique Stillman, comprendre l'objection pour la renforcer, devint une méthode nationale. Les Burkinabés ne niaient pas la fragilité du système. Ils la mesuraient, la documentaient, la corrigeaient, et dans ce processus, le projet gagna une crédibilité scientifique inattendue. Ainsi, ce que l'Occident appelait populisme devint en réalité un laboratoire méthodologique. Et le Sahel, longtemps réduit à la dépendance, démontrait par l'exemple que la rigueur pouvait naître du besoin. Là où d'autres voyaient un pari impossible, Ibrahim Traoré et son peuple voyaient une équation en mouvement, un désert qui apprend à respirer. Une phrase, 8 mots, le pouvoir a trouvé un nouvel écho silencieux. Ce fut le moment où le projet cessa d'être simplement écologique pour devenir politique. Alors que les bénéfices augmentaient, de nouvelles questions surgirent. Qui possède l'eau ? Qui contrôle les capteurs ? Derrière les étangs bleus scintillants se cachait une lutte invisible, celle du droit à la souveraineté. Des investisseurs étrangers commencèrent à proposer des partenariats techniques visant à superviser les données. Mais les conseils locaux rejetèrent unanimement ces offres. L'efficacité, déclara un chef de coopérative, est le nouveau mot pour la propriété. La phrase fit le tour des radios et ralluma une étincelle de méfiance. Sous la surface calme, les tensions montaient. Les communautés créèrent le Free Water Network, une alliance de 70 villages décidés à défendre ces bassins. Le slogan peint sur les banderoles disait tout, notre eau, notre volonté. Ce jour-là, les étangs du Sao cessèrent d'être une expérience technique. Ils devinrent des frontières vivantes. Et tandis que les drones étrangers observaient à distance, un message clair monta du sable. Ce n'est plus seulement une question d'eau, mais de destin.
Lorsque le Free Water Network fut proclamé, ses effets se propagèrent bien au-delà des bassins. En quelques mois, l'initiative modifia 4 sphères entières de la société burkinabé. Niveau national, les gouverneurs régionaux intégrèrent les coopératives dans les plans de développement. Les étangs communautaires furent reconnus comme infrastructures civiles, non comme aide d'urgence. Cela changea tout. Le financement provenait désormais des budgets publics, non des ONG. Le ministère de l'écologie parla de souveraineté hydrique, une expression encore impensable quelques années plus tôt. Ibrahim Traoré y vit une confirmation de son intuition. L'indépendance peut se cultiver comme une plante, lentement, avec discipline. Niveau économique, les marchés du nord du Burkina Faso commencèrent à exporter du poisson fumé vers les zones urbaines. Les femmes des coopératives, autrefois dépendantes de l'aide alimentaire, gagnèrent leurs premiers revenus autonomes depuis des décennies. Dans certains villages, le revenu hebdomadaire moyen augmenta de 35%, et le nombre de micro-entreprises doubla en un an. Une veuve nommée Miam résuma cette mutation. « Je ne vis plus dans le désert. Le désert vit avec moi. » Niveau social, l'autonomie devint un moteur de cohésion. Les jeunes, qui auparavant quittaient le Sahel, commencèrent à revenir. L'exode rural baissa de 22%. Dans les écoles, on enseignait désormais l'écologie du désert et les enfants participaient à la maintenance des capteurs. Ce changement de mentalité de la fuite vers la responsabilité marqua le début d'une reconstruction invisible, celle de la dignité. Niveau régional, le modèle se diffusa au Niger, au Tchad et au Mali, sous le nom de Blue Roots Movement. Les ingénieurs burkinabés furent invités à former leurs pairs, non comme bénéficiaires, mais comme enseignants. Les cartes satellites révélèrent en 2026 plus de 130 nouveaux bassins actifs à travers la région sahélienne. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, parlèrent désormais d'un miracle méthodique. Pour la première fois, l'Afrique donnait une leçon d'adaptation au reste du monde. Et dans les paroles d'Ibrahim Traoré résonnait l'esprit du projet. Nous n'avons pas trouvé l'eau, nous l'avons construite. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple essai d'aquaculture se transforma en une renaissance sociale et politique. Les étangs devinrent le miroir d'un continent qui réapprenait à se voir autrement, non plus comme victime du climat, mais comme auteur de sa propre survie. Le succès des étangs du Sao a ouvert une fenêtre stratégique que peu avaient anticipée. À mesure que la reconnaissance internationale grandissait, 3 trajectoires possibles apparurent, 3 versions du futur que les Burkinabés regardaient avec un mélange d'espoir et de prudence. Dans la première hypothèse, les coopératives maintiennent leur autonomie et le réseau Freewater se consolide. Le rendement reste stable autour de 2,7 tonnes à la salinité sous contrôle et les financements publics suffisent à couvrir l'entretien. Dans ce cas, le Burkina Faso deviendrait un modèle d'écologie décentralisé, prouvant qu'un État peut croître sans dépendance extérieure. Dans une version plus optimiste, les pays voisins, inspirés par les résultats, reproduisent en la méthode Aqua Résilience. Le corridor sahélien se dote d'une infrastructure verte transfrontalière, avec des échanges de données, de capteurs et de poissons. L'Union africaine cite le modèle burkinabé dans son rapport sur la souveraineté alimentaire. Ibrahim Traoré, symbole de cette philosophie, devient alors non plus un chef d'État, mais un architecte de méthode, celui qui a transformé la nécessité en science. Mais si le scénario devient plus incertain, sous la pression d'intérêts privés, les données des étangs sont rachetées, les licences de capteurs privatisées et les communautés perdent le contrôle du réseau. Le système s'essouffle, les bassins s'assèchent faute de gestion locale et l'élan se dissipe. Le Sahel retournerait à son ancien récit, celui d'un espoir volé par la centralisation. Entre ces 3 chemins se trouve une condition. Si la discipline communautaire reste supérieure à 80%, alors la durabilité reste assurée. C'est la seule variable qui ne s'achète pas. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon d'Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se décrète pas, elle se pratique. Le Sahel est à un tournant, suspendu entre la tentation du pouvoir et la promesse de la maîtrise. L'eau n'est plus une ressource, c'est un test de caractère. Il n'est pas nécessaire d'être ingénieur pour comprendre ce que ces étangs ont changé. Dans les villages du Sao, le bruit le plus précieux n'est plus celui du vent, mais celui de l'eau qui respire. Les familles s'y rassemblent le soir,
non pour prier la pluie, mais pour observer la lumière bleue se refléter sur les visages. La transformation est aussi intime qu'environnementale. Pour les jeunes, ces bassins sont devenus des salles de classe. Ils apprennent à coder des capteurs, à mesurer la salinité, à réparer les pompes solaires. Ils ne rêvent plus de départ, mais de continuité. Pour les femmes, c'est un espace d'indépendance. Elles gèrent les stocks, vendent le poisson fumé, réinvestissent les revenus dans l'éducation de leurs enfants. Et pour les anciens, ces étangs représentent la revanche du temps. Nous avons survécu à la sécheresse, disent-ils, mais maintenant nous vivons avec le désert. Ce que le monde perçoit comme innovation, les Burkinabés le vivent comme réconciliation. Le projet n'a pas seulement ramené l'eau, il a ramené la confiance. Ibrahim Traoré y est cité non comme héros, mais comme repère moral. Sa phrase résonne encore. Nous avons cessé d'attendre la permission de respirer. Ainsi, chaque goutte devient symbole. Chaque bassin, un rappel que la dignité se construit avec constance, non avec miracle. Et dans les yeux des enfants, qui rient près des étangs, on voit déjà le futur. Un désert apprivoisé, patient et lucide. Face à l'ampleur du phénomène, les ingénieurs du SAO ont conçu une feuille de route simple mais rigoureuse, articulée en 5 étapes, cartographiée. Chaque bassin existant est relié à un identifiant unique dans le NAFA Cloud afin de garantir la traçabilité et la transparence des données. Les communautés peuvent consulter les relevés en direct pH, salinité, température depuis des terminaux solaires partagés, formés. Des sessions itinérantes de formation sont organisées dans les villages voisins. Les jeunes apprennent à calibrer les capteurs, les femmes à gérer les cycles de production, les anciens à contrôler les indicateurs météorologiques. L'objectif, zéro dépendance technique extérieure et tendre. Les plans d'expansion privilégient une croissance horizontale d'un village à l'autre plutôt qu'un modèle centralisé. Chaque nouveau site doit être construit avec 80% de matériaux locaux et validé par un comité communautaire. Protégé. Le Freewater Network crée une charte juridique. Interdiction de privatiser l'eau, obligation de partager les données environnementales et droit collectif de veto en cas d'investissement étranger. Ibrahim Traoré a soutenu cette clause en rappelant que la souveraineté ne se délègue pas, elle se défend. Mesuré. Tous les 6 mois, des audits indépendants évaluent les progrès. Le succès n'est plus défini par les profits, mais par la résilience écologique. Quand les indicateurs restent stables, les villages gagnent des crédits d'eau pour financer de nouvelles installations. Ainsi se tisse une méthode. Mesurer, enseigner, reproduire, protéger et recommencer. La caméra revient sur Fatouma Dabasso, celle qui, au début, mesurait l'eau avec un simple thermomètre de poche. Autour d'elle, les bassins s'étendent à perte de vue, miroir d'un désert réapprivoisé. Elle sourit, regarde le ciel et dit « Ce que nous avons construit n'est pas un miracle, c'est une mémoire. » Cette phrase, presque chuchotée, résume tout le parcours, celui d'un peuple qui a cessé de mendier le futur pour le façonner de ses propres mains. Ibrahim Traoré le disait dans une de ses rares interviews, « Le futur n'a pas besoin de miracles, il a besoin de persistance. » Peut-être est-ce la leçon la plus universelle. Le Sahel n'est plus une ligne sur la carte, mais un miroir tendu à la planète entière, celui où l'humanité apprend à ne plus attendre la pluie, mais à la construire.